On démarre et on va élever nos pensées vers Dieu notre Père, de son infinie miséricorde. Il nous envoie en permanence des bons esprits pour nous assister, des guides spirituels, des anges gardiens, des missionnaires, pour nous montrer le chemin de l'évolution, le chemin vers le bien, vers le beau, vers le bonheur. Et nous remercions l'occasion que nous avons aujourd'hui d'être réunis pour pouvoir étudier quelques aspects de ce chemin qui mène vers le bonheur. En l'occurrence, aujourd'hui, on verra l'histoire d'un autre missionnaire qui s'appelait Allan Kardec et qui nous a légué cette belle philosophie qui nous aide à donner du sens à la vie, à comprendre d'où nous venons, où nous sommes et où nous allons, qui nous donne la force et le courage pour surmonter les difficultés naturelles de la vie. Et nous espérons que ces lectures et ces études puissent également être bénéfiques pour les esprits qui pourraient être parmi nous, que ce soit des esprits familiers qui sont là à apprendre en même temps que nous, ou que ce soit même des esprits moins bien intentionnés qui sont plutôt là pour nous perturber et envers qui nous sollicitons la miséricorde de Dieu. Voilà. Vous devez voir le programme. Donc, on est déjà en février, le 4 février. On est toujours dans le module 1, Introduction à l'étude du spiritisme. Et aujourd'hui, on va voir un peu mieux qui était Allan Kardec, qui était d'abord professeur dans sa vie et qui ensuite, on l'appelle le codificateur, puisque c'est lui qui a codifié, organisé la philosophie spirite à partir des événements qu'on a vus la semaine dernière, notamment les Heidsville, les tables tournantes, qu'il a observées et puis derrière lesquelles il a tout de suite vu qu'il y avait la solution des plus grandes questions que se posait l'humanité à l'époque et qu'elle se pose encore aujourd'hui. Et donc, à partir de ce moment-là, il a dédié le reste de sa vie à ce travail. Voilà. Donc la prochaine fois, on verra quelle est la méthodologie et les critères qu'il a utilisés pour ce travail. Et on terminera ce premier module le 18 février. On verra succinctement le contenu des 5 livres principaux d'Allan Kardec. Voilà, hop, chaque fois, arrêter le partage qui apparaît quand je clique. Voilà, hop. Oups, celui-là, il n'est pas tout à fait affiché comme je veux. Voilà. Ça, voilà, comme ça c'est mieux. Donc, Allan Kardec, le professeur et le codificateur, qui est-ce qu'il était, quels sont les aspects les plus importants de sa vie et les traits marquants de sa personnalité? Il y a énormément de choses qui ont été découvertes. Vous connaissez certainement quelques biographies. La première qui a été faite sous forme de livre, c'est celle de Henri Sauce. Elle a déjà été faite dans les années, au début des années 1900, donc presque 40 ans après sa mort. Et Henri Sauce n'a pas connu Kardec personnellement, donc tout ce qu'il a fait, il l'a fait sur la base de des données qu'il a pu recueillir ou des témoignages d'autres personnes parmi le peu qu'il avait connu et qui étaient encore vivants à l'époque. Après, il y a eu d'autres biographies. Il y en a eu notamment la première qui a été faite par une Anglaise, Anna Blackwell, et qu'elle a mis dans l'introduction de son livre des esprits traduit en anglais. Et il y en avait une autre aussi que Kardec lui-même avait commencé à écrire et qui a été partiellement utilisée et lue à son enterrement. Voilà. Mais donc, plus récemment, on a trouvé des centaines de documents originaux qui apportent, et aussi le fait que les archives sont de plus en plus digitalisées,
on a pu faire des recherches, notamment de son état civil, trouver aussi les archives notariées, les différents contrats de mariage, etc. Et on a trouvé énormément d'informations supplémentaires sur sa biographie, donc il faudrait en fait en réécrire une. Alors, on est en train d'y travailler. Je n'ai pas le temps qu'il me faudrait pour essayer d'y travailler, mais je vais quand même y contribuer. Parce que, bon, dans toutes ces biographies, notamment celle de Sauce, bon, il y a beaucoup de choses qui sont vraies. Il y a quelque chose qui ne sont pas vérifiables ou qu'on n'a pas encore réussi à trouver. Et il y a quelque chose, il y a certaines choses qui sont aussi manifestement fausses, hein. La meilleure biographie qui a été écrite jusqu'à présent, c'est en 2 volumes, hein, de Francisco Thiessen et Zeus van Tuyl. Donc, ça a été écrit par des Brésiliens. Elle a été traduite en français en 1804, hein, l'occasion du bicentenaire de la naissance d'Allan Kardec. Et eux, ben, avec les moyens qu'ils avaient à l'époque où ils l'ont écrit, c'est-à-dire dans les années 70, ont vraiment fait un travail remarquable. Mais bon, les années 70, il n'y avait pas encore les archives digitalisées comme aujourd'hui. C'est pour ça que on a réussi à avoir beaucoup de compléments. Voilà. Alors, Allan Kardec, qui s'appelle, son vrai nom, c'est Denisard Hippolyte Léon Rivail. Donc, c'est bien dans cet ordre-là, avec Hippolyte écrit de cette façon-là. Il est né à Lyon le 3 octobre 1804. Donc là, le certificat de naissance, à partir du moment où on a la date, c'est facile à trouver, hein. Si vous allez sur les archives de Lyon en ligne, à cette date-là, ben, alors il faut aller dans les archives, comment qu'on dit, des paroisses encore, hein, puisqu'ils n'avaient pas encore complètement basculé. C'est les prêtres qui faisaient l'état civil, hein, en même temps que les baptêmes à l'époque. Ils n'avaient pas encore basculé sur l'état civil fait par les révolutionnaires, ou que partiellement. Donc lui, je crois que c'était un des premiers. Enfin bref, on trouve assez facilement l'original donc de sa naissance à Lyon. Mais il était à Lyon pour naître. Il est né à Lyon, mais il n'a jamais habité à Lyon. Donc ça, c'est une première erreur qu'on trouve dans toutes les biographies. Il a grandi à Bourg-en-Bresse, qui n'est pas très loin de Lyon, mais bon, c'est pas à Lyon, hein. Et il a donc grandi, et entre 1815 et 1820, il a étudié dans le fameux institut de Johann Heinrich Pestalozzi à Yverdon, en Suisse. Donc Pestalozzi, c'est un éducateur qui est encore connu aujourd'hui, il est encore cité dans les manuels de pédagogie, qui avait à l'époque, basé sur les méthodes notamment de Rousseau et de beaucoup d'autres, développé un système d'enseignement assez révolutionnaire, qui est d'ailleurs toujours encore révolutionnaire aujourd'hui, hein. C'était pas, tiens, ben, vous m'apprenez tout ça par cœur et puis je vais voir si après vous le savez, hein, parce que ça, bon, ben, c'est sûr qu'après les élèves le savent, mais s'ils n'ont pas compris ce qu'ils ont appris par cœur, très vite ils l'oublient. Alors que Pestalozzi, non, il amenait les élèves dans la nature, il les induisait à observer la nature et il les aidait à découvrir eux-mêmes les lois naturelles. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'était une méthode beaucoup plus stimulante pour les élèves, et puis le fait que les élèves ils aient fait cette démarche pour redécouvrir eux-mêmes, avec l'aide du professeur évidemment, fait qu'ils retenaient évidemment beaucoup mieux ces leçons. Donc, il les formait notamment à l'observation. Là, vous voyez déjà que Rivail, il a hérité le fait d'observer les tables qui tournaient de Pestalozzi, de son éducation, hein. C'est un premier héritage qu'il a récupéré. Le deuxième héritage qu'il a récupéré de là-bas, c'est que cet institut fonctionnait en Suisse, qui est un pays plutôt, ou disons, où il y avait des protestants. Alors qu'en France, à l'époque, on sortait à peine de la Révolution, la religion catholique, c'était la seule autorisée. Mais chez Pestalozzi, il y avait aussi des Russes, il y avait aussi des Israélites. Donc, dès tout petit, il a déjà vécu avec différentes cultures, différentes religions, différentes langues. Ça aussi, ça l'a énormément aidé par la suite, hein, parce que ça lui a donné cette ouverture culturelle, hein, large, pas réduite uniquement au catholicisme. Et bien que on voit que les livres qu'il a écrits sont quand même assez fortement empreints d'une couleur chrétienne, hein.
mais chaque fois, il a parlé de morale universelle. Voilà, il a pris la chrétienté comme exemple. Et c'est vrai que dans certaines tournures de phrases, bon, Léon Denis, par exemple, écrivait déjà un peu, il écrivait la même chose de façon différente pour que ce soit justement plus ouvert et plus universel. Mais n'empêche que cet épisode à Bourg-en-Bresse l'a énormément aidé. Alors, déménageons à Paris avec sa mère et son oncle. Alors, vous me direz, tiens, bah, où il était son père? Son père, Jean-Baptiste Antoine Rivail, en fait, il s'est fait passer pour disparu à partir de 1807, c'est-à-dire quand Hippolyte il avait 3 ans, son père a disparu. Et dans les registres qu'on trouve, les jugements de notoriété notamment, probablement mort en Espagne pendant la guerre. Il y avait la guerre avec le Portugal à l'époque et ensuite la guerre napoléonienne avec l'Espagne. Et c'est là où il aurait disparu. D'accord. Le fait est qu'à 3 ans, ben, il n'y avait plus de père. D'accord. Et ses grands-parents paternels étaient déjà morts, hein, quand il est né. Et du côté de sa mère, le grand-père qui s'appelait Benoît-Marie Duhamel a été guillotiné pendant la Révolution, hein. Le père de Kardec, Jean-Baptiste Antoine Rivail, a été aussi emprisonné par les mêmes révolutionnaires, donc il a failli être guillotiné aussi, mais finalement il ne l'a pas été, hein, parce que c'était quand même des personnes assez notables de l'époque dans leur région, donc c'était une situation un peu dangereuse les années qui suivaient la Révolution. Et donc, il a grandi en fait avec sa mère, il n'avait plus de père, avec son oncle, donc qui est le frère de sa mère, et avec sa grand-mère maternelle, hein. Ça, c'est le milieu familial dans lequel, tout petit, il a grandi. On n'a pas encore trouvé dans quelle école il a étudié à l'époque. On a fait des recherches récemment aussi là-dessus qui montrent qu'il n'y avait pas beaucoup d'écoles, il y en avait très très peu, hein. Dans l'Ain, il y avait peut-être une dizaine d'écoles. Alors, bon, soit il a fréquenté une de ces écoles, mais bon, pour l'instant, on n'a pas trouvé laquelle, soit ben, l'enseignement se faisait par des personnes des profs particuliers, si vous voulez, hein. Parce que à Bourg-en-Bresse, il y avait des écoles, mais à Saint-Denis-les-Bourgs, où il habitait, il n'y avait pas d'école. Mais le fait est que pour pouvoir rentrer chez Pestalozzi, il avait quand même reçu, il savait déjà lire et écrire, il avait toutes les bases qui étaient nécessaires. D'accord. Et donc, avec sa mère et son oncle, ils sont partis à Paris en 1822. Donc, la grand-mère maternelle était déjà assez âgée. Elle habitait dans une grande maison, une ferme, hein, à Saint-Denis-les-Bourgs. On a réussi à retrouver où c'est, mais aujourd'hui, ça a complètement été. C'est un peu trop près de Bourg-en-Bresse. Donc, la ville a envahi, je dirais, la maison n'existe plus et les terrains de campagne non plus. Et ils sont partis à Paris. Pourquoi? Bah parce que Hippolyte, une fois qu'il est sorti de l'Institut de Pestalozzi, il se vouait à une carrière pédagogique. Et donc, sa mère et son oncle ont décidé de partir à Paris. Et donc, la première adresse qu'ils habitaient à Paris, c'est le 117 rue de la Harpe. Et ça, pareil, 117 rue de la Harpe, si vous allez à Paris, la rue de la Harpe, c'est dans le quartier latin, hein, c'est une rue qui est parallèle au boulevard Saint-Michel, qui n'existait pas à l'époque, mais ça arrive jusqu'au numéro 20, quoi. Ça n'arrive pas jusqu'au numéro 117. On s'est longtemps demandé où est-ce qu'il était, ce 117. On l'a retrouvé aussi, hein, parce qu'on trouve des plans de Paris à l'époque. La rue de la Harpe, elle montait beaucoup plus loin. Et le 117 rue de la Harpe, en fait, le bloc de bâtiment existe encore et correspond alors je ne sais plus si c'est le 59 ou le 61 boulevard Saint-Michel. D'accord? Donc, si vous voulez savoir où c'est. Puis c'est en fait juste en face, un tout petit peu, la place de la Sorbonne, elle est juste en dessous, quoi. C'est-à-dire à quelques centaines, 200 ou 200 mètres de la Sorbonne. Donc, pourquoi ils sont allés là-bas? Ben, probablement parce que, voilà, hein, les parents voulaient enfin, la mère et puis son oncle voulaient faire le maximum pour le jeune qui avait, selon eux, un avenir prometteur. D'accord? Donc ça, c'était en 1822, hein. Et
janvier 1823, hein, non, ouais, enfin, au début 1823, il a publié une annonce qu'on retrouve dans les registres hein, de la bibliographie de la France, annonçant la publication d'un livre hein, qui s'appelait Traité d'arithmétique selon les méthodes de Pestalozzi. Et ce livre-là, bah, il est sorti en décembre de la même année. Donc, vous voyez, début 1823, il avait même pas 19 ans. Hein, et quand le livre est sorti, il avait même pas 20 ans, quoi. Donc, il a vraiment commencé tout jeune cette carrière de pédagogue en écrivant des livres. Alors, c'était le début de sa carrière pédagogique et donc il a fait plusieurs autres ouvrages à la suite de celui-ci. Et il a commencé aussi en 1825, il a fondé une école hein, qui a fonctionné d'abord rue Richer, ensuite rue de Vaugirard et finalement en 1800, alors je réfléchis que je ne me trompe pas, 35, son école a grandi, donc chaque fois il était obligé de trouver des locaux plus grands. Il a fonctionné au 35 rue de Sèvres. Et là, pareil, c'est une adresse qui existe toujours à Paris. C'était un local qu'il avait loué à des jésuites et dans lequel il y avait une cour, plusieurs salles, des dortoirs pour loger les élèves qui étaient là-bas en internat. Voilà, c'était devenu important. Hein. Il y avait plusieurs classes, hein, ça allait du primaire jusqu'à la fin du secondaire. Et ça s'appelait donc l'Institut Polytechnique. Je suis un peu dans le doute si ce Polytechnique, c'est le bon mot. Enfin bref. Non, c'était pas Polytechnique, c'était un autre mot. Ça, faut que je le corrige. Attendez, je vais le mettre en jaune. Voilà. Polymatique. Voilà, c'était pas Polytechnique. Je vais le corriger tout de suite. Polymatique. Voilà, l'Institut Polymatique, 35 rue de Sèvres à Paris. Voilà. Donc, sa première partie de sa vie, donc entre 1822 et 1840, il était chef d'institution. Hein, donc, à Paris, il n'y avait pas beaucoup de pédagogues, on manquait de pédagogues pour répondre à tous les besoins. C'est pour ça aussi, entre autres, et aussi parce qu'il était soutien de famille, hein, puisqu'il n'avait plus de père, qu'il n'a pas été obligé de faire son service militaire. C'était quand même 6 ans à l'époque, hein, c'était pas rien. Là, on en sait un peu plus grâce à Camille Flammarion. Hein. Camille Flammarion aussi aurait dû faire son service militaire de 6 ans. Il a d'ailleurs été tiré au sort pour le faire, mais à l'époque de Camille Flammarion, donc quelques décennies plus tard, il pouvait payer avec une somme d'argent pour trouver quelqu'un qui le remplace, quoi, qui fait le service militaire à sa place. Donc Flammarion n'avait pas non plus fait ce service militaire parce que 6 ans, à l'époque où il y avait la guerre en Belgique contre les Hollandais, etc., bon, ben, voilà, que c'était pas comme on a pu le connaître il y a quelques décennies et aujourd'hui, ben, voilà, heureusement ou pas, enfin, c'est plus obligatoire. Voilà, en 1840, des circonstances matérielles l'ont contraint à cesser sa carrière de pédagogue et jusqu'en 1855, il a exercé diverses autres activités à Paris pour subvenir aux besoins de son foyer. Donc ça, c'est la période un peu plus floue, hein, où justement on a trouvé énormément d'informations. Alors pourquoi il a dû fermer son institut? Donc aujourd'hui, on sait qu'il l'a fermé, qu'il l'a repassé à M. Pitolet, hein, qui l'avait repris, et que en 1840, en fait, une fois qu'il l'avait repassé, sous-loué en gros le local et tout, euh, il n'était plus impliqué dans son institution. Hein. Elle avait été complètement reprise par quelqu'un d'autre. Et donc les biographes disent, notamment Sauce, que c'est parce que son oncle, hein, le fameux là, c'était un ancien militaire qui était vicié au jeu et qui avait perdu énormément d'argent et qui avait ruiné la famille. Et donc c'est pour ça qu'il aurait été obligé de vendre le, de céder son institut à quelqu'un d'autre pour récupérer de l'argent pour pouvoir payer les dettes, quoi. Alors ça, on n'a toujours pas trouvé, parce que son oncle, qui s'appelait François Duhamel, on trouve très très peu de choses et c'est difficile de chercher parce que des Duhamel à Paris, il y en avait des centaines.
Des François Duhamel, il y en avait des dizaines. Donc, pour essayer de retrouver quelque chose sur Duhamel, c'est très compliqué. Et puis, comme tout ça, c'était un peu dans des casinos en noir, qu'il n'a jamais eu vraiment d'activité reconnue ou des choses comme ça, ben en fait, on n'a pas trouvé grand-chose. On n'a pas réussi à trouver qu'est-ce qui s'est passé exactement. La seule chose qu'on est sûr, c'est qu'il a cédé à Pitolet, que Pitolet, après, il n'a pas payé tout ce qu'il devait payer, qu'il y a eu ils sont allés au tribunal pour ça, donc ça, on a retrouvé. Et aussi que ce Pitolet, donc il a fonctionné là-bas pendant 2-3 ans. C'était pas quelqu'un de très sérieux non plus, puisque au bout de 3 ans, à la fin du bail avec les Jésuites, quand il a rendu le local, les Jésuites se sont retournés contre Rivail, qui était le locataire, hein, puisqu'il l'avait sous-loué à l'autre, pour payer les différents dégâts qu'il y avait, hein, qui avaient été causés. Et ça a fait que les Jésuites, plus tard, vers 1910, ont écrit un livre en disant que c'est Rivail qui avait tout cassé, alors qu'en fait, non, c'était le Pitolet. Donc voilà, il a même été obligé, dans des situations matérielles difficiles, de payer les dégâts causés par des autres. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on a retrouvées. Et donc, parmi ses autres activités, ben, il a continué ses livres, il a révisé ses livres, donc il était toujours encore dans la pédagogie. Il a donné des cours, hein, il est devenu professeur particulier. Il a enseigné chez un autre professeur qui s'appelait Lévi Alvarez, avec qui il a d'ailleurs été co-auteur de certains de ses livres pédagogiques. Il a travaillé dans une société d'assurance, hein, dans laquelle il faisait des calculs de probabilité pour calculer les polices d'assurance. Il a travaillé aussi dans le domaine du théâtre, hein, diverses activités, hein, donc, en faisant de la comptabilité, en étant... qu'est-ce qu'il a encore fait? Il avait aussi une agence d'acteurs de théâtre, hein, avec un autre qui s'appelait Réju de Backer. Enfin, on a retrouvé pas mal de choses. Et il a même essayé de fonder, alors je vais peut-être choquer un peu, une espèce d'Amazon. Parce c'est ce qu'il avait appelé le bazar des bons marchés, où, disons, il mettait une plateforme à disposition dans Paris pour des produits de qualité, un bon rapport qualité-prix, et donc qui proposait de revendre pour le service, donc au service des producteurs. Donc au digital près, c'était un peu l'idée d'Amazon, quoi, hein. Mais bon, il n'a jamais réussi à convaincre et à réunir vraiment toutes les sommes nécessaires pour créer cette plateforme. Mais pareil, on a retrouvé les statuts, on a retrouvé pas mal de choses. Qu'est-ce qu'on peut encore rajouter sur lui dans ses activités? Il a travaillé aussi, et ça a d'ailleurs continué jusqu'en 1858 ou 59, à la comptabilité chez des libraires, hein, et chez un journal, le journal qui s'appelait L'Univers, qui était un journal catholique, et la librairie Pélago de Lyon, qui avait une succursale à Paris. Donc, il occupait encore ces emplois-là quand il a commencé, même après qu'il ait écrit le livre des esprits. Comme c'était un employeur catholique, évidemment, quand le jour où ils ont découvert qu'il avait écrit le livre des esprits, ça a jeté un froid. Et je pense que c'est vers 1858, hein, il y a eu pendant un an une coexistence qui était pour lui assez pénible, comme on le voit dans une autre lettre qui a été trouvée il n'y a pas longtemps. C'était relativement pénible et il cherchait à s'affranchir de cet emploi. À un moment donné, il s'était même candidaté pour prendre la succession de directeur de la revue du magnétisme, hein, du baron Dupotet, qui existait à l'époque à Paris. Et ça prouve aussi les relations qu'il avait. Il s'intéressait au magnétisme animal, hein, qui avait commencé déjà au XVIIIe siècle. Et donc, lui-même écrit qu'il commençait à s'intéresser au magnétisme à peu près quand il est venu à Paris, donc au début des années 1820. Mais là aussi, on a cherché dans les revues magnétiques qu'on trouve aujourd'hui de plus en plus à la Bibliothèque nationale de France, à part son nom cité pour une donation ou une participation d'une commémoration de l'anniversaire de Mesmer, on n'a pas trouvé de contribution active, hein, dans ce domaine-là. On a trouvé aussi
qu'il allait consulter une somnambule qui s'appelait Mariette, hein, notamment. Alors, c'est une autre parenthèse qu'il faut ouvrir, c'est en 1840, en fait, il y avait une autre activité qu'il menait, enfin, ce n'était pas lui, c'était son épouse, hein, qui s'appelait Amélie Boudet, avec laquelle il s'est marié en 1832, hein, donc l'année où ils ont déménagé rue de Sèvres. Il s'est marié donc avec Amélie Boudet. Alors, sur elle aussi, il y a beaucoup de choses qui sont écrites par les biographes. On n'a jamais réussi à prouver quoi que ce soit. On sait qu'elle était plus âgée que lui. On connaît aussi ses parents, hein. J'ai réussi à récupérer cette semaine le contrat de mariage aux Archives nationales à Paris. Petit à petit, on trouve les éléments. Ses parents habitaient, ils avaient un appartement à Paris qui était juste à côté de la rue de Sèvres, hein. C'est pour ça que les familles se connaissaient. Et on a trouvé, par exemple, la première lettre qu'il a écrite à Amélie, qui était sa fiancée. Donc, c'était en août 1831. Donc, la toute première lettre qu'il a écrite à Amélie. Donc, les lettres qu'elle lui a écrites, on ne les trouve plus, parce qu'il conservait peut-être un peu moins ces choses-là. Par contre, Amélie, elle a tout conservé, et puis ces documents sont arrivés jusqu'à nous. Pour ceux que ça intéresse, hein, cette lettre, et beaucoup d'autres documents, donc il y en a déjà plusieurs centaines, il y a un site au Brésil de l'Université fédérale de Juiz de Fora, dans le Minas Gerais, qui s'appelle Projeto Kardec, hein, .ufjf.br, hein, ça vous le trouverez, et dans lequel vous avez notamment cette lettre, avec des images en haute définition, avec la transcription, hein, en français, et les traductions en portugais. Donc ce site, ce portail Allan Kardec de cette université, il est traduit en français. Donc vous choisissez en haut à gauche dans le coin la langue française, et puis donc vous pouvez y accéder. Voilà. Sa mère, elle est décédée la même année où il s'est marié, en 1832. Hein, donc il était en 1840, quand il y a eu ces soucis-là, il n'y avait plus que son oncle, hein, qui était avec lui. Il était marié, hein, il avait une épouse et avait son oncle. Et donc Amélie, en 1841-42 jusqu'en 1850, elle dirigeait un pensionnat pour jeunes filles. À l'époque, les garçons allaient à l'école et pas les filles. Donc il y avait quelques initiatives, dont celle-là, hein, de Amélie, pour donner de l'éducation aussi aux jeunes filles, mais ces instituts ne pouvaient être dirigés que par une femme, selon les lois de l'époque. Donc c'est Amélie qui le dirigeait. Mais donc son époux était là et il participait à donner notamment des cours pour apprendre les jeunes filles à calculer. L'éducation qu'il donnait aux jeunes filles, c'était pour les aider à tenir un magasin, à calculer des surfaces de tissu. Enfin, vous voyez, c'était de l'arithmétique de base. Et donc cet institut a fonctionné entre 1842 jusqu'en 1850. Dans une rue qui s'appelait rue Mauconseil à Paris. Elle existe toujours, mais il n'y en a plus qu'un petit, comme la rue de la Harpe, il n'y a plus qu'un petit bout. Quand Haussmann est passé pour faire les grands boulevards, je ne sais plus lequel passe par là-bas, c'est le boulevard Saint-Marcel. Et donc, il a remplacé la partie de la rue où il y avait cet institut qui était localisé. Aujourd'hui, on est en plein milieu d'un gros carrefour. Donc, voilà, c'est des endroits qui n'existent plus. Donc j'avais ouvert cette parenthèse donc pour parler de ça. J'en étais où? Au Pélago, oui, ça j'en ai parlé. Son oncle, on a retrouvé son acte de décès, il est mort en 1855, déjà rue des Martyrs. D'accord? Donc ça veut dire que Amélie et Hippolyte, malgré tous les déboires que leur oncle leur avait causés, se sont occupés de lui dans sa vieillesse, hein, puisqu'il est mort à plus de 80 ans. L'adresse était chez eux, rue des Martyrs. Oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que toujours vers 1840, Hippolyte et Amélie, ils n'ont certainement pas eu d'enfants naturels, mais ils ont réussi à être famille d'accueil, hein, pour une petite fille qui s'appelait Louise, la petite Louise. Donc là, au début, pareil, on ne comprenait pas qui c'était. Et on a retrouvé dans des lettres donc la preuve claire qu'il y a une petite fille en fait qu'ils éduquaient, hein, dont ils s'occupaient. Ils ne pouvaient pas l'adopter à l'époque parce que les lois ne le permettaient pas, hein. Les conditions n'étaient pas réunies pour qu'ils puissent faire une adoption plénière. Et cette petite fille, donc ils ont dû l'avoir peut-être juste avant 1840. Et en fait, elle est décédée jeune, hein, vers une dizaine d'années,
en 1846, voilà, en 1846, 45 ou 46, voilà. Donc, ils ont eu cette douleur de perdre donc une petite fille, entre guillemets, dans son jeune âge. L'année d'après, en 1847, oui, c'était en 46, donc l'année d'après, sont morts les parents d'Amélie. Hein, et donc, c'est là où ils ont certainement fait un héritage de ce qui restait de la maison à Château du Loir, hein, dans la Sarthe, où ils habitaient. On a d'ailleurs trouvé où c'était, hein, impasse Jérusalem. Si vous allez voir sur Internet, vous trouverez l'impasse Jérusalem à Château du Loir. Donc, c'était une maison avec un grand terrain. Il avait aussi des vignes à Vouvray, enfin, dans des endroits connus du coin là-bas. Et donc, l'héritage leur a certainement permis qu'en 1849, ils achètent une propriété à Paris qui était Villa Ségur. L'avenue de Ségur à l'époque était loin d'être ce qu'elle était aujourd'hui. C'était en fait les jardins de Paris. C'était à l'intérieur de l'enceinte de Paris, mais c'était absolument pas urbanisé. Donc il y avait la rue, les maisons au bord de la rue, et puis derrière il y avait des grands terrains avec des jardins, etc. Hein. La Tour Eiffel et tout ça, l'urbanisation de ces endroits-là, c'est venu que avec le centenaire de la Révolution, hein, donc quelques décennies plus tard. Et ça, par contre, si vous cherchez Villa Ségur sur Google, vous le trouverez à Paris, à 39 avenue de Ségur. Et c'est exactement là, en fait, qu'ils avaient leur petite propriété. C'était un petit peu la campagne à Paris. Hein. Donc ça, ils l'ont acheté en 1849. Mais pour travailler donc en ville, entre guillemets, ils avaient aussi ils louaient ce petit appartement rue des Martyrs. Et donc c'est là que, en 1854, hein, il habitait donc rue des Martyrs, qu'il a pour la première fois entendu parler des tables tournantes. Donc au début, il n'y croyait pas, en disant bon, bah, qu'une table tourne, je veux bien, mais qu'elle réponde à des questions, ça faudra me prouver que la table a un cerveau pour penser, pour analyser, etc. Sinon, ben, pour moi, c'est une histoire à dormir debout. Alors, il a ensuite été, il y a des gens plus sérieux qui lui en ont parlé, qui l'ont invité à venir voir, il a accepté. Il a dit, OK, ben je viens. Et donc, c'est là où, quand il est allé voir, il a vu ben, déjà que le phénomène est authentique, hein, qu'il n'y avait pas de ficelle, de levier, hein, que la table vraiment bougeait. Et il avait pu constater aussi par lui-même donc que la table répondait intelligemment à des questions qu'on posait. Et c'est à partir de là où il a dit, bon, ben, OK, maintenant j'ai vu, c'est un effet intelligent qui doit avoir une cause intelligente, et je vais me dédier à la recherche de cette cause. C'est là où donc il a commencé à fréquenter plein de cercles qui faisaient ça à Paris. Hein. Donc il a connu la famille Baudin, il a connu Victorien Sardou, il a connu Tiedemann, il a connu Céline Jaffé, Roustan, son magnétiseur, tous les gens qui pratiquaient les tables tournantes, hein, comme on dit. Je crois que Céline Jaffé, elle habitait aussi rue des Martyrs. Tout se passait, je dirais, relativement proche de là où il habitait. Et donc, le soir, après le travail, ben, il allait expérimenter, poser des questions. Et les gens donc, qui fréquentaient avaient tout de suite vu qu'il était sérieux. Et donc, ils lui ont donné des notes, des cahiers, comme on dit, hein, comme disent les biographes, parce qu'ils avaient pris des notes, des questions et des réponses. Hein. Les gens faisaient déjà ces expériences depuis, comme on l'a vu la dernière fois, 1851, 1852. Hein. Victor Hugo, c'était en 1854, je crois, hein, mais bon, c'était à Jersey. Enfin, la mode avait vraiment pris et il y a des gens qui prenaient des notes, des questions et des réponses. Et c'est avec tout ce matériel et puis les séances après qu'il organisait lui-même de façon sérieuse, en posant des questions, en recevant des réponses, petit à petit, ça a constitué tout un matériel, hein, qui lui permettait il a vu, ben, on pourrait pratiquement déjà en publier un livre. Et donc, c'est ce qu'il a fait. Il a commencé à écrire le livre des esprits en 1856, hein, l'année d'après. Et le livre des esprits, en fait, au fur et à mesure qu'il l'écrivait, il le révisait aussi avec l'aide des esprits, où les esprits lui conseillaient voilà, de changer des choses, donner des réponses complémentaires sur des points qui manquaient, etc. Donc,
tout ce travail a été fait par l'intermédiaire de plusieurs médiums, les principaux étant les demoiselles Baudin, hein, qui avaient pas 15 ans, comme on dit dans les biographies, mais 20 et 21 ans à l'époque, et aussi Céline Jaffé, qui était une somnambule professionnelle, hein, qui vivait de ça avec son magnétiseur. Céline Jaffé, elle a surtout travaillé à la révision du livre. Alors, on a trouvé justement dans une revue du magnétisme qui date du mois de février 1857, donc avant la sortie officielle du livre. Cette revue parlait d'un livre qui était en cours de composition qui s'appelait Les livres des esprits, et pas le livre des esprits. Et notamment, il y a certains chapitres qui avaient déjà été imprimés à très peu d'exemplaires et distribués à certaines personnes pour qu'elles fassent une relecture et des commentaires. Donc, vous voyez, ce processus a certainement déjà démarré au fin 1856. Et la première édition du livre, elle est sortie, comme vous le voyez, le 18 avril 1857. D'accord ? Il y avait à l'époque 501 questions et réponses. Hein, c'était écrit en 2 colonnes. Hein. D'un côté, il y avait les questions et sur l'autre colonne, il y avait les réponses. Et bon, c'est vraiment ça qui a constitué la base du livre des esprits. Qui a eu un succès assez large dans le monde entier. Hein. Donc, la première édition, elle s'est écoulée assez rapidement. Et il a commencé à recevoir plein de lettres, donc de personnes qui, ah bah tiens, nous on a aussi reçu des choses, nous en complément de ça, on a reçu ça, etc. Donc, il y a plus les expérimentations qu'il faisait lui-même. Hein. Il y a eu tout un retour qui a été fait et qui lui a permis, petit à petit, donc d'enrichir le livre des esprits jusqu'à la publication de la seconde édition en 1860, qui est à peu près celle qu'on connaît aujourd'hui avec 1019 questions-réponses, hein, qui est la version définitive. Donc c'est là où on voit qu'au début, il y a plein de groupes, plein de médiums différents qui ont contribué à apporter les éléments. Hein. Et par après, c'était encore plus large. Hein. Ils recevaient des retours de toute la France, voire même de certains pays d'Europe ou d'Amérique, donc avec des éléments complémentaires qui sont venus enrichir le livre. Et donc le pseudonyme Alan Kardec date de là, du 18 avril 1857. D'accord ? La première édition, là, la fameuse édition 0 qui avait commencé à être publiée en fin 1856, elle était signée Villarius. Alors, c'est pour ça qu'au début, on n'avait pas tout de suite compris, mais les livres des esprits, c'était quand même assez clair. Et Villarius, quand on regarde, si vous enlevez le us derrière, hein, la fin du nom, je dirais pour le latiniser un peu, toutes les lettres, vous les avez dans le nom Rivail. Et ça, c'était une pratique assez courante à l'époque, hein, quand les gens voulaient se donner un pseudonyme. Ils changeaient l'ordre des lettres de leur vrai nom pour se donner un pseudo. Hein. On avait par exemple Madame Lescaut qui se faisait appeler Madame Costel. Hein. Donc ça complique un petit peu les recherches, mais on a fini par trouver. Et alors attendez, je vais vous montrer cette première édition. Je vais en avoir une qui traîne ici. Pas en très très bon état, hein, elle est un peu. Mais bon, l'intérieur est encore relativement frais. Alors, vous voyez, vous avez les prolégomènes. Donc, les prolégomènes existaient déjà. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Là, vous voyez qu'il y a un titre au-dessus des prolégomènes. Si vous arrivez à le lire, c'est « Les livres des esprits ». Vous voyez, donc c'est ça qu'il nous a dit quand on a vu. C'était certainement le titre qu'il pensait donner au livre au début, puisqu'il y avait 4 livres, hein, vous savez, le livre premier, livre second, livre troisième et livre quatrième. Et donc, c'est pour ça qu'il avait appelé ça « Les livres des esprits ». Et puis, dans la première édition qui date de 1857, on retrouve ce titre, « Les livres des esprits ». Et puis, vous voyez que la feuille de vigne, en fait, il y a une feuille en plus par rapport à la deuxième édition. Hein. Pourquoi ? Parce que le format de celui-ci, la deuxième édition, c'était un format un peu plus petit.
Et donc, pour des questions pratiques, ils ont dû couper une feuille de la vigne pour que ça rentre, pour qu'ils puissent utiliser la même matrice, pour que ça rentre dans la feuille de vigne du nouveau. Vous n'avez pas cette partie de droite, elle a été supprimée. Il y a plein de détails comme ça. Et donc ça permet aussi et là vous voyez, en deux colonnes, vous avez d'un côté la colonne avec les questions et de l'autre côté, la colonne sur la droite, la colonne avec les réponses. Et il y en avait 512 à l'époque. Voilà. Sinon, bon, bien sûr, il y a un exemplaire à la Bibliothèque nationale de France. Je ne sais pas s'il est digitalisé, faudrait que je vérifie. Mais là-bas, il y a donc l'exemplaire avec la signature Alan Kardec dessus, donc du dépôt légal qui avait été fait le 18 avril. C'est là que Kardec il a commencé à devenir un peu plus connu. Les gens se sont posé la question, mais qui c'était? Alors, il n'a jamais vraiment caché qu'il était Rivail. Et il a toujours dit, j'utilise ce pseudonyme parce que je veux pas, son motif, c'était de dire, je veux pas utiliser le fait que j'étais connu dans le milieu de la pédagogie pour promouvoir un sujet différent. Donc, c'est une des raisons. La deuxième raison, c'est que c'est les esprits qui sont venus lui dire que dans une incarnation passée, il était druide et qu'il s'appelait Alan Kardec. Donc, alors, il paraît que le Alan et le Kardec lui ont été révélés à des moments différents, c'est possible. C'est ce que raconte Céline Jaffé à Alexandre Aksakov déjà dans les années 1870. Et puis peut-être la troisième raison, c'est qu'il fallait quand même qu'il vive. Il travaillait dans une librairie catholique et donc il avait tout de suite senti que le sujet pouvait être assez rapidement explosif dans le milieu catholique, il pouvait perdre son emploi, etc. Donc il a peut-être aussi pris la précaution de prendre un pseudo pour cette raison-là. Même si très vite, tout le monde a su de qui il s'agissait. Quand vous regardez les premiers commentaires qui sont parus dans les journaux, la plupart des commentateurs disaient on le connaît très bien ce monsieur-là, puisqu'il était très connu à Paris de sa période pédagogique. Il était très connu à Paris aussi parce qu'il a fréquenté de nombreuses sociétés savantes. Sur le site que je vous ai indiqué tout à l'heure, vous trouverez une dizaine de diplômes de ces fameuses sociétés savantes, l'Institut historique, la société grammaticale, voilà, et vraiment des sociétés où il y avait des gens très fameux comme Ampère, comme Lacordaire par exemple. Lacordaire, vous le connaissez si vous avez lu un peu les livres de Kardec parce qu'il a laissé des messages. Donc effectivement, il s'est désincarné dans cette période-là, à la fin des années 1850. Kardec l'avait connu personnellement et donc l'esprit de Lacordaire était venu pour donner des communications que Kardec a insérées dans les livres. Et quand il écrivait, on arrive d'autant plus facilement à identifier l'esprit qui se communique quand on l'a connu de son vivant. Effectivement, plusieurs de ces esprits l'amenaient Lacordaire. Il les avait connus personnellement dans ces sociétés savantes qu'il fréquentait à Paris. Donc, il était quand même très connu. Donc, 1858, on sait qu'il travaillait encore à ses emplois de comptabilité, mais que ça devenait difficilement supportable pour lui, parce qu'il devait faire des pressions sur lui. Le journal L'Univers, quand on le lit, parlait effectivement des articles de table tournante, mais donnait des explications complètement différentes de celles du livre des esprits. Donc, c'est là où il y avait le couac. Et malgré ça, donc le 1er janvier 1858, il a publié la revue Spirit. Voilà. Revue Spirit, donc tous les mois. Donc là, je l'ai dans le même volume ici. Et là, il y a le livre des esprits, c'est cette première partie. Et puis la deuxième partie, là, c'est la collection des revues Spirit de 1858. Donc, vous voyez, c'était Revue Spirit, journal d'études psychologiques. Donc, il avait fondé le 1er janvier 1858, sachant que le premier numéro, il était sorti, voilà, la revue sortait au début du mois. Donc, il l'avait écrit en décembre 1857 et le premier numéro est sorti en 1858. Vous trouverez plus d'informations parce que c'est lui-même qui raconte l'histoire, comment ça s'est passé.
puisqu'il avait des moyens relativement limités. Donc, il avait cherché un financement, notamment M. Tiedemann, qui était un peu gna-gna-gna. Il y avait aussi un peu une course à l'époque entre différents courants qui voulaient commencer à écrire ou à fonder des sociétés pour spiritualistes, pour parler de ces tables tournantes et tout. Et donc, les esprits qu'il avait consultés lui ont dit, effectivement, traîne pas, fais tout de suite ton premier numéro, et puis vas-y même sans Tiedemann. Et donc, c'est ce qu'il a fait. Il a pris les sous de sa poche pour investir dans cette revue, ce qui coûtait quand même cher à l'époque à imprimer. Et en fait, il ne le regrette pas, puisque il ne l'a pas regretté, puisque la revue, elle a fonctionné relativement vite. Et ils avaient pas loin d'1 millier d'abonnés quelques années plus tard. Et ce qu'il lui avait fait pressentir en disant traîne pas, il y en a un deuxième qui s'appelait Zéphyr Pierrard, qui était justement le directeur de la revue du magnétisme de Dupotet. Il avait donné sa démission en 1858 aussi, et donc en fin janvier 1858, il a sorti une autre revue qui s'appelle la Revue Spiritualiste. Donc, il y avait deux revues un peu concurrentes, la Revue Spirit et la Revue Spiritualiste. Donc, Kardec ne parle pratiquement jamais de Pierrard, il reste silencieux, mais c'était quand même apparemment un personnage assez difficile, et puis Tiedemann aussi, qui s'était laissé séduire par Pierrard et qui avait un peu critiqué Kardec. On commence à recevoir maintenant ce genre d'informations. Comment ça s'est passé au début? Il est vraiment allé tout seul, voilà, et puis en fait, le résultat était clair, quoi. C'est sa revue qui a beaucoup mieux marché que l'autre. L'autre revue, c'était toujours oui, ça existe, mais ça n'existe pas. Gna, gna, gna. Voilà le phénomène avec pas de commentaires. Enfin voilà, c'était écrit de façon différente de ce que pouvait écrire Kardec. Donc ces revues-là, on les trouve aussi. Elles ont toutes été digitalisées à la Bibliothèque nationale de France. Si vous voulez les lire, vous verrez tout de suite la différence, quoi, entre une revue qui il y avait une autre revue qui existait avant aussi, 1854, qui s'appelait La Table Parlante. Mais c'est juste, voilà, bonjour papa, comment tu vas? Ah oui, c'est moi, ben non, c'est tata, machin truc. C'était plein de trucs comme ça, quoi. Et il n'y avait pas de l'analyse, il n'y avait pas les commentaires, il y avait. Donc c'est sûr qu'au début, ah ouais, ça paraît intéressant, mais au bout là, la revue, elle a fonctionné 2 ou 3 ans. Et il n'y avait jamais rien, jamais d'approfondissement dedans. Donc, c'est une revue qui n'a pas allé très loin. Et il existait aussi une revue en français, deux autres revues en français, une qui était publiée à la Nouvelle-Orléans, qui était française encore à l'époque, et une autre qui était publiée par, alors là le nom m'échappe, qui était publiée en Suisse. Un Suisse qui publiait aussi une revue sur ce sujet. Et lui, d'ailleurs, il a fait des très belles citations de Kardec, y compris il a publié des parties du Livre des Esprits dans sa revue qui était publiée à Genève. Mais pareil, ça a duré peut-être jusqu'en 1861-62. Après, il est décédé et la revue a disparu. Voilà. Donc ça, c'est l'histoire de la revue Spirit, donc, qui existe encore aujourd'hui. On en est à la 166e année ou 167e. Je pense que ça doit être une des revues les plus anciennes de France. J'en connais pas beaucoup qui ont 167 ans. Et la revue Spirit, fondée en 1858 par Allan Kardec, elle est toujours là, déposée à la Bibliothèque nationale de France, etc., etc. Et chaque fois que Jean-Pierre Pipineau traîne un peu pour la déposer, il le relance en disant est-ce que vous n'auriez pas oublié de nous envoyer les. Ils tiennent vraiment à avoir toute la collection complète. Et si vous allez à la Bibliothèque nationale de France, vous verrez qu'ils ont digitalisé tous les numéros entre 1858 et 1960. Et si vous allez sur l'encyclopédie Spirit, vous trouverez les mêmes, plus les numéros jusqu'en 1972. Et là, on a repris, on scanne maintenant un peu dans l'autre sens. On a mis aussi sur l'encyclopédie Spirit les revues entre 2000 et 2010. Voilà. Et puis celles de après 2010 et les suivantes, on les a aussi. Vous pouvez les trouver. Je crois qu'on les vend. Je ne sais pas si c'est quelques centimes, enfin un truc comme ça sur assokardec.fr au format digital.
Voilà, donc à partir de là, la revue, ça lui donnait comment dire, un terrain d'échange avec tous les lecteurs, quoi, hein. Il recevait plein de correspondances, il y répondait dans la revue. Ouais, là, le spiritisme est vraiment devenu actif, hein. Kardec était devenu par le livre des esprits et puis par cette revue, et aussi par les autres ouvrages qu'il a commencé à écrire, hein. Il a écrit un ouvrage, manuel d'évocation spirit, instruction pratique pour les manifestations spirit. Donc celui-là, il est sorti vers juin 1858. C'était l'ancêtre du livre des médiums qui est sorti donc de façon complétée de ce premier fascicule en 1861, comme vous voyez, hein, 15 janvier. C'est le deuxième livre qu'il a écrit, hein, où il y a Qu'est-ce que le spiritisme? Donc c'est un petit fascicule qu'il avait déjà écrit en 1859. Hein. L'Évangile selon le spiritisme, donc, qui est sorti en avril 1864. Le ciel et l'enfer l'année d'après, en 1865. Et la Genèse, qui est le dernier livre qu'il a écrit, qui est sorti le 16 janvier 1868. Voilà. Et comme vous le savez, Allan Kardec s'est désincarné d'une rupture d'anévrisme le 31 mars 1869 en plein travail. Le premier bureau de la revue Spirit, est-ce que je vais le trouver là-dedans? Attendez, je vais prendre un autre exemplaire qui est un peu plus complet. Hop. C'est les cavernes d'Ali Baba. Vous voyez là, hop, en dessous. Bureau provisoire, hein, c'est rue des Martyrs. Et là, vous voyez déjà, c'est rayé et écrit rue Sainte-Anne. Hein. Donc, au début, il n'avait que son appartement rue des Martyrs. Donc, c'est là-bas où fonctionnait le bureau de la revue Spirit. D'accord? Voyez, là, on le voit mieux. Bureau provisoire, rue des Martyrs. Cet appartement où il habitait, il existe toujours, hein, il est même alloué sur Airbnb pour ceux que ça intéresse. La rue des Martyrs, elle est devenue très, entre guillemets, voilà, il y a beaucoup c'est une rue qui est très vivante, etc. Et donc, c'est là-bas qu'il avait son premier bureau. Donc, c'est un appartement qui est tout petit, hein, qui faisait peut-être, je sais pas, 50 mètres carrés maximum. Et donc, quand il recevait une vingtaine de personnes, les gens étaient debout dans le couloir. Et c'est comme ça qu'il commençait à faire les premières réunions. D'accord? Le 1er avril 1858, hein, il y avait Didier qui était qui est passé ensuite à devenir éditeur de ses livres, et beaucoup d'autres membres. Quand la société a commencé, les réunions ont commencé à grandir, ils ont créé la Société parisienne des études spirites, et pour fonctionner, ils avaient un local qui était alors, Galerie d'Orléans, Palais Royal, voilà, au Palais Royal. Donc, c'est là-bas ils ont fait les réunions à deux adresses différentes au Palais Royal, jusqu'à ce que, là, vous avez vu, donc, Passage Sainte-Anne, Kardec a loué un local au Passage Sainte-Anne, donc c'est rue de Sainte-Anne. Le local, pareil, existe toujours, hein, il y avait des vitrines, c'était un local qui était plus adapté pour l'activité des livres, et aussi avec une salle pour faire des réunions, avec une cave où ils pouvaient mettre des dépôts de livres et de revues, etc. Un petit appartement au-dessus. On a les plans, hein, si ça intéresse quelqu'un, de ce local qui était à vendre dans les années 2000, au début des années 2000, mais bon, on n'avait pas à l'époque les moyens de l'acheter. Et donc, il a fonctionné au Passage Sainte-Anne entre 1860 et 1869. Donc, le 31 mars, il est mort là-bas. C'était le dernier jour du bail. Hein. Il avait décidé de déménager la librairie à une autre adresse qui était rue de Lille, à Paris, donc sur l'autre rive de la Seine. Et lui-même, il voulait, entre guillemets, se retirer à la Villa Ségur, donc à la campagne, dans lequel, sur le terrain, il avait fait construire plusieurs maisons où il souhaitait accueillir comment dire, des spirites âgés pour continuer à faire le travail là-bas, faire des réunions.
à répondre aux courriers, à préparer les matériaux de la revue Spirit, etc. Donc c'était le 31 mars, c'était vraiment le dernier jour du bail de ce local Passage Sainte-Anne, où il était avec les caisses de déménagement à droite à gauche. Et c'est là où c'est le jour en fait où il s'est décédé. Donc sa retraite en fait il est passé, il est allé la prendre dans le monde spirituel. Les esprits avaient considéré ça y est, mission accomplie. Tu as fait tes 5 bouquins, tu peux revenir, voilà. Donc voilà le résumé de la trajectoire qu'il a suivie. Est-ce que vous avez des questions à ce stade? Oui, Charles, qu'est-ce qu'il faut penser des œuvres posthumes du coup? Alors, les œuvres posthumes ont été publiées en 1889 par Pierre Gaëtan Lesmarie. Donc là, il faut parler de ce qui s'est passé après le 31 mars 1869. Donc il y a déjà eu deux choses. Donc c'est Amélie qui a hérité de tout ce qui était de son mari. C'est elle qui est devenue propriétaire. Donc rue de Lille, bon, bah, la librairie, elle a commencé à fonctionner là-bas. Amélie, elle a créé, Kardec, il avait fait un plan qu'il appelait le plan 1868 pour la continuation, où en gros son projet c'était d'avoir la librairie, donc qui avait cette activité commerciale et qui finançait la société, les recherches et la continuation, le développement de la philosophie, d'accord, qui finançait le reste. C'était un peu comme une fondation avec une librairie, une activité commerciale qui finance l'objet, comment qu'on dit, l'objet de la fondation qui, lui, n'était pas commercial, mais qui avait besoin quand même de ressources pour pouvoir fonctionner. Et ça n'avait pas été compris, ça a été compris par certaines personnes qui étaient proches de Kardec. Donc, en gros, c'est la librairie qui devait financer la Société parisienne des études spirites. Donc, après Kardec, ils avaient proposé à Flammarion de reprendre la présidence, et Flammarion, il a refusé en disant, bon, les spirites, vous allez beaucoup trop loin, vous faites un peu du spiritisme une religion, alors que il faut développer un peu plus le côté, par les analyses scientifiques, le phénomène pour démontrer la réalité du phénomène. C'était la position de Flammarion à l'époque qu'il a exprimé, donc on le trouve dans les mémoires d'un astronome, il explique clairement pourquoi il avait refusé de prendre la société, la direction de cette société, qui a finalement été donnée à M. Mallet. Donc c'était quelqu'un qui était, c'est le fameux Muller, dans les œuvres posthumes, il parle d'un Muller, mais c'est une erreur, c'était pas Muller, c'était Mallet, qui était très proche de Kardec et qui lui avait par contre parfaitement compris le plan qu'avait Kardec pour la suite. Mais Amélie, je pense qu'elle avait un peu moins bien compris, elle avait peut-être pas tout à fait confiance en ce monsieur Mallet, et elle a fini par créer une société qui s'appelait Société pour la continuation des œuvres d'Allan Kardec, dans lequel il y avait 7 personnes qui étaient gérants, et, qui étaient censés recevoir une rémunération, même si j'en ai jamais reçu. Et donc, qu'elle avait créé comme une société commerciale. Elle a peut-être été pas très bien conseillée là-dessus. Et il n'y avait pas de lien avec la Société parisienne des études Spirit. Donc, ce que Kardec voyait comme une fondation avec une activité commerciale qui finançait une activité non lucrative, le lien était cassé entre les deux. Ce qui fait que M. Mallet, quand il a vu ça, c'était en juillet ou en août, il a donné sa démission de la Société parisienne des études spirites en disant c'est pas ce que Kardec voulait. Et Amélie, en fait, elle n'avait pas compris. Et ensuite, la société, ce qu'il fallait, ils ont fait leur business avec Amélie. Donc au début, c'était quand même, voilà, elle faisait attention et tout. C'était M. Desliens qui était le gérant, qui était déjà le secrétaire particulier de Kardec, que Kardec le payait pour écrire les courriers, faire les brouillons, pour l'aider dans toutes ses tâches administratives, qui était devenu président de cette librairie. Il y a eu la guerre de 1870 qui était très difficile à Paris. Desliens avait des problèmes de santé, donc il a donné sa démission et là il a été remplacé par Pierre Gaëtan Lesmarie,
qui ne faisait pas partie de cette société au départ, mais qui est venu rejoindre quand Desliens a donné sa démission, mais qui était aussi un proche de Kardec et puis certainement d'Amélie, hein, puisqu'il a participé à la Société parisienne depuis 1863-1864. On trouve dans les originaux de communication certaines de ces communications. Et donc les maris, après, donc il a pris cette société en 72, et en fait, il l'a plus ou moins conservé jusqu'à sa mort en 1900 je crois, ou 1901. Mais c'était vraiment quelqu'un, ben non, c'est nos affaires, ça regarde personne, on est une société commerciale, on fait ce qu'on veut, on n'a pas de compte à rendre au reste des spirites, quoi. Et ça avait jeté un froid, ça avait même créé une division à l'époque. Les maris, qui étaient le gérant rémunéré de cette société, évidemment, ils cherchaient à élargir un peu le business. Il s'est accoquiné avec les théosophes, il s'est accoquiné avec Roustin qui promouvait la philosophie, avec Guérin qui promouvait la philosophie de Roustin. Donc, ça ne plaisait pas à d'autres spirites qui ont fini par créer l'Union Spirit Française en 1882, encore du vivant d'Amélie. Et Amélie, elle est morte juste après, en janvier 1883. Mais comme elle avait fait un testament où elle léguait tout à la société, finalement, c'est les maris et cette société qui ont tout hérité, donc y compris tous les documents, les archives de Kardec et tout. Et c'est avant de prendre tous ces documents, l'histoire dit qu'ils ont fait un grand feu de paille Villa Ségur. Ils ont brûlé toutes les archives des écoles, les instituts, enfin tout ce que je vous avais dit. Apparemment, ben, ça ne les intéressait pas. Ils ont carrément tout mis. Ils ont fait un feu où ils ont tout brûlé. Hein, imaginez. Bon, voilà, c'est comme ça. Mais ils ont quand même conservé tous les documents qui étaient spirites, notamment les manuscrits d'Allan Kardec. C'est une partie de ces manuscrits qui ont été retrouvés récemment, hein, enfin, en deux phases. Hein. Donc, parmi ces manuscrits, il y en a aussi que les maris a utilisés pour plus tard écrire les œuvres posthumes. Hein. Donc, la première partie des œuvres posthumes, ce sont des articles que Kardec avait commencé à rédiger en brouillon. Hein. La plupart a été, ou je crois même la totalité, a été publiée dans les revues spirites de 1869 et 1870, hein, par Desliens encore. Hein. Donc, les œuvres posthumes, on fait juste reprendre ces articles dans la première partie de la revue. Et la deuxième partie des œuvres posthumes, pardon, et la deuxième partie des œuvres posthumes, c'est là où, entre autres, Kardec raconte l'histoire, parce qu'il était en train de rédiger un livre sur l'histoire du spiritisme, et ce sont ces documents-là que les maris a pris pour les reproduire dans les œuvres posthumes. C'est là où on trouve la plupart des informations historiques sur le parcours de Kardec, notamment le début depuis 1854, hein, c'est lui qui raconte quand il l'a vu la première fois, qu'il a vu monsieur Untel, qu'il est allé chez monsieur Untel, rue Untel, avec les médiums Untel, etc. Donc toutes ces informations viennent de ce que Kardec a écrit lui-même. Mais, et c'est là où il y a un mais, ces originaux-là, on les a pas retrouvés encore, on ne sait pas où ils sont. Hein. Alors, est-ce que les maris, il a vraiment écrit fidèlement ce que Kardec avait écrit? Personnellement, je pense que oui, même si on a pris les maris la main dans le sac, parce qu'il y a quand même un original qu'on a réussi à retrouver, celui de la fameuse communication de février 1868, où Kardec il pose des questions sur la révision et la réédition de la Genèse. Hein, il demandait aux esprits combien de temps est-ce que je vais tenir avec ce qui est déjà imprimé et pour quand est-ce qu'il faut que j'ai terminé la révision pour pas que le livre manque dans les librairies. Et donc, parce qu'il y a eu en fait une polémique qui s'est créée. Les dernières révisions du Ciel et l'Enfer et de la Genèse, hein, les éditions révisées, ont été publiées après la mort de Kardec. Le Ciel et l'Enfer a été publié en juillet ou au fin juin 1869, donc 3 mois après sa mort, alors que l'édition révisée de la Genèse a été publiée en 1872, donc 3 ans après sa mort. Et là, il y a eu des suspicions déjà à l'époque. Hein, Henri Sauce qui avait vu, tiens, quand je compare les éditions, je vois qu'il y a eu plein de modifications. Qui c'est qui a fait ces modifications, etc.
Donc, il y a eu une grosse polémique. Les maris disaient, ben non, c'est Kardec qui a fait les modifications. Et puis les autres disaient, ben non, tu es déjà maqué avec Roustin, etc. Donc, il y a eu certainement, ça a été trafiqué par après. Bref, ça, c'est tout le problème des œuvres posthumes. Hein. Est-ce que, comment dire, on n'a pas le droit d'écrire dans un livre, hein, comme il l'a fait dans les œuvres posthumes. Ça a été écrit par Allan Kardec et modifier le texte. Ça, c'est ce qu'on appelle une violation du droit moral. Hein, ça contredit une convention, c'était déjà à l'époque vrai, hein, dans la loi, mais donc la loi, la convention internationale qui gouverne cela, elle s'appelle la Convention de Berne, hein, que personne n'a le droit de modifier le texte d'un auteur en continuant à dire signé de l'auteur. Hein. C'est ce qu'on appelle une violation du droit moral. Et autant les droits d'auteur, à l'époque, c'était 50 ans, aujourd'hui, c'est 70 ans. Ben, après, n'importe qui peut le publier et tout, mais il n'a pas le droit de changer le texte. Hein. Ce droit moral, lui, il est valable ad vitam aeternam. Vous n'avez pas le droit de touiller Victor Hugo en continuant à signer Victor Hugo. Hein. Ça, c'est interdit par cette convention. Et donc, ils avaient, c'est ce qu'on appelle une adultération. Hein. Ils avaient dénoncé, c'était Henri Sauce d'ailleurs, déjà à l'époque, qui en 1883 avait dénoncé cette infamie, comme il disait, que la Genèse avait été touillée par les maris et puis par d'autres dans leur édition révisée. Donc, les livres qu'on étudie encore aujourd'hui, Le ciel et l'enfer révisé et puis la Genèse révisée, n'auraient pas été modifiés par Allan Kardec. Donc, le problème, bah, c'est que, toujours pareil, on n'a pas trouvé les originaux. Par contre, on a trouvé énormément d'éléments, notamment des lettres, hein, et puis des factures, qui prouvent que Kardec avait déjà fini la révision de ces deux livres de son vivant encore en 1868. Hein. Donc, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, un peu plus long à expliquer, mais en gros, on a trouvé des originaux comme quoi il avait déjà fait imprimer les feuilles, hein, puisque à l'époque, vous savez, c'est des grandes feuilles qui sont pliées pour donner chaque fois un petit carnet de 32 pages du livre. Et donc, que ces feuilles-là avaient déjà été imprimées à 2000 exemplaires chacune, hein, pour l'édition révisée, et qu'il avait fait détruire les matrices avec les caractères mobiles pour faire ce qu'on appelle des... comment ça s'appelle déjà ? Un espèce de contre-moule, si vous voulez. Hein, parce que à l'époque, il y avait c'était comment dire, des rectangles comme ça qui faisaient la taille de la page, dans lequel ils mettaient ligne par ligne, caractère par caractère, donc des petites tiges comme ça en plomb avec le caractère au-dessus. Hein, c'est ce qu'on appelle les caractères mobiles pour composer un livre. Hein. Donc, quand c'est imprimé avec ces caractères-là, on le voit, la lettre, elle est très fine. Hein. Alors qu'une fois qu'on a fait les empreintes et les clichés, voilà, le nom me revient, c'est-à-dire le cliché, c'est en fait un contre-moule et puis un autre moule. Hein. On réutilisait les caractères mobiles pour faire d'autres livres, et puis les clichés, ils étaient utilisés pour imprimer les éditions suivantes des livres. Et là, on voit que les clichés, les caractères sont un peu plus gros, sont moins fins. Hein. Et donc, ce qui a été découvert, c'est que, par l'analyse, hein, on a fait pas mal de recherches là-dessus, d'ailleurs avec Michel Buffet, dont c'était un peu le métier, hein, on s'est rendu compte qu'effectivement, avec en plus des documents comptables qui ont été retrouvés, il aurait fait ses premières impressions encore en 1868. Donc ça voudrait dire que si quelqu'un avait voulu l'adultérer, changer du texte, il aurait dû refaire toutes les pages avec les caractères mobiles et réimprimer toutes les feuilles, hein, puisque vous ne pouvez pas changer qu'une page. Vous étiez obligé d'en changer 32 à la fois. Donc refaire les 32 pages là où il y a une page avec une ligne modifiée, hein, et puis réimprimer les 2000 feuilles. Et donc, pour faire ça, entre le 31 mars et puis le fin juin, quand il a été imprimé, ça paraît quand même assez peu probable. Mais, comme on n'est pas sûr, hein, il est quand même possible que quelqu'un ait touillé, surtout pour la Genèse qui est sortie en 1872. Et là, à la bibliothèque de Neuchâtel, hein, c'est l'endroit du monde, le seul endroit au monde où pour l'instant on a trouvé une édition de 1868 révisée, hein, une 5e édition de la Genèse,
C'est le seul exemplaire qui a été trouvé dans le monde jusqu'à présent de cette date 1868. Les autres, c'est tout de 1872. Ben, ça tendrait à prouver que, et comme elle est totalement identique à celle de 1872, ça prouverait qu'en fait, personne n'a touillé et que les éditions révisées sont bien d'Alan Kardec. Mais donc pour revenir à ta question, Valérie, on a trouvé un original d'un papier qui parle justement de cette question qui était sujet à polémique. Et là, oui, Lémarie a touillé. Il a modifié le texte qui ne correspond pas à l'original de Kardec. Donc ça, c'est aussi un risque qu'on a dans les œuvres posthumes. Ben, c'est que Lémarie, il est touillé avant de l'imprimer. Donc ça, c'était encore 10 ans plus tard, en 1889. Donc c'est pour ça qu'il faut être assez prudent. Je ne pense pas qu'il ait dû touiller beaucoup de choses. Là, il a touillé parce qu'il y a eu la polémique, donc on peut comprendre pourquoi il l'a fait, mais bon, il a été pris la main dans le sac. Il a commis une violation du droit moral de Kardec en changeant le texte. Et ça, c'est illégal, quoi. Donc il y a un exemple qu'on a réussi à avérer dans les œuvres posthumes. Pour le reste, moi je dis, vous pouvez le lire en toute confiance parce que voilà, c'est peu probable qu'il y ait eu une adultération. La seule adultération qu'il y a pu y avoir, par exemple, dans Le ciel et l'enfer, c'est qu'une différence entre la première édition et la quatrième. Dans la première édition, il y avait une préface. Dans la quatrième, il n'y en a plus. Et cette préface, alors c'est un sujet pareil, il y a beaucoup de discussions autour de ça, parce que dans cette préface du ciel et l'enfer, Kardec utilise l'expression le grand architecte. Et ça, on sait que c'est une expression maçonnique pour qualifier Dieu. Hein. Et bizarrement, cette préface, elle a été complètement supprimée de la quatrième édition. Donc, question, qui c'est qui l'a supprimée? Est-ce que c'est Kardec qui avait dit je la supprime? Ou, moi je pense que ce qui s'est plutôt passé, c'est que à l'époque, ils n'en avaient plus, il fallait qu'ils réimpriment d'urgence. Donc, ils avaient déjà l'intérieur du livre qui était imprimé, mais la préface, c'était un petit cahier séparé. Donc, ils avaient, depuis 1865, quand le livre est sorti, ils avaient certainement plus les matrices. Et donc, au dernier moment, on n'a plus le temps de faire la matrice, il faut imprimer le livre. Ils ont dû décider de l'imprimer sans la préface. Donc, rien que ça, vous voyez, c'est discutable. Hein. Est-ce que c'est Kardec qui a décidé de supprimer cette préface ou est-ce que c'est Amélie ou les successeurs qui ont décidé de la supprimer? Et comme le livre est signé Alan Kardec, c'est problématique. Hein. Tant qu'on n'a pas la preuve que Alan Kardec a écrit oui, on va la supprimer, il y a toujours cette suspicion qu'il y ait pu y avoir une adultération. Mais là, au moins, on le sait, puisqu'on peut récupérer la préface des anciennes éditions. Donc, vous voyez un peu la complexité quand un auteur est mort comme ça, pour être sûr que c'est bien ses originaux, etc. Quand l'exemplaire il est déposé à la Bibliothèque nationale de France avec la signature de l'auteur, avec la date où ça a été déposé et tout, du vivant de Kardec, voilà, ça c'est une preuve que c'est bien lui qui l'a fait. Mais pour ces deux dernières éditions, malheureusement, les dépôts ont été faits après sa mort, d'où le doute. Voilà. Mais vous inquiétez pas, hein, si vous avez lu les nouvelles éditions, celles qui sont soi-disant adultérées, bon, que ce soit la première édition ou la quatrième du ciel et l'enfer, ou la première édition et la cinquième de la Genèse, ce sont des livres qui sont excellents. Hein, donc voilà, ne soyez pas pris de panique quand vous vous dites tiens, j'ai peut-être lu un livre qui a été adultéré. Hein, c'est pas grave. Alors, le ciel et l'enfer, hein, il y a un chapitre qui s'appelle Code pénal de la vie future. C'est quand même assez lourdingue. Hein, voilà, ça peut choquer certains. Dans la première édition, c'était pas comme ça. Hein, c'était quand même écrit de façon un peu plus douce. Il y a quand même des modifications qui sont, voilà. Hein, donc, nous, au niveau du mouvement spirit francophone et de l'association Kardec, comme on est dans le doute, on dit c'est peu probable, mais c'est pas sûr que personne n'ait touillé. Eh ben, on publie les premières éditions parce que là, on est sûr que c'était bien de Kardec. Hein, donc, si vous les achetez à l'assaut Kardec, vous aurez la première édition de la Genèse et vous aurez aussi la première édition du Ciel et l'Enfer. Il y a Stéphane qui a levé la main. Oui, bonjour Charles. J'ai regardé le documentaire fiction là, sur Inexploré TV
qui est en accès Ah libre. oui, INRES TV, oui. INRES TV. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses au niveau, enfin, si tu as pu le voir, qu'est-ce que tu en penses au niveau de l'exactitude globale, on va dire, de raconter sur la vie de Kardec? Écoute, moi, je pense que. Attends, je pense que je l'ai regardé à l'époque, c'était encore payant. Hein, je l'ai regardé déjà il y a 2-3 ans. J'avais gardé quand même une impression positive de ce reportage où déjà les intervenants ont parlé relativement bien de Kardec. Alors évidemment, ils se sont basés sur les biographies qui existaient, donc avec les mêmes doutes. Hein. Par exemple, Sauce, il écrivait que Kardec était médecin, ça n'a jamais été prouvé. Il y a d'autres biographes qui écrivent que Kardec était franc-maçon, ça n'a jamais été prouvé non plus. Hein. Beaucoup de recherches ont été faites dans ce sens-là qui n'ont jamais rien donné. Donc, à part ces quelques inexactitudes qui viennent déjà des biographies, moi j'ai trouvé que c'était quand même relativement bien et fidèle. En particulier, il y a Jacques Pécat, hein, donc c'est le dirigeant du cercle Spirit Allan Kardec de Nancy, qui avait toujours eu des positions, ce cercle avait toujours eu des positions assez, comment dire, il critiquait lourdement l'héritage judéo-chrétien qui s'est imprimé dans le spiritisme en disant que l'évangile selon le spiritisme c'était une erreur, que Kardec n'aurait jamais dû l'écrire, etc. Enfin bon, des positions assez bizarres, y compris des positions du genre en France, des médiums, il n'y en a que chez nous, il n'y en a nulle part ailleurs. Hein, quand je lui demandais à P4, quand je le voyais encore dans les années 90, mais est-ce que tu es allé voir dans les autres groupes s'il y a vraiment des médiums ou pas? Non, on n'est pas allé voir, c'est les esprits qui nous l'ont dit. Je dis, bon, ben ok, hein, voilà, c'est pas très sérieux d'affirmer des choses comme ça. En se disant, nous on a des médiums, les autres c'est tout du fake, quoi. En gros c'est ça. Voilà que ça pouvait pas venir inspirer d'un bon esprit, quoi. Hein. Eh ben il a parlé de Kardec de façon un peu plus ouverte, hein, notamment les lois morales et tout, qui rejetaient quand même lourdement. Il y a encore quelques décennies, il en parlait de façon plus positive. Mais ce qui m'a surtout beaucoup plu, c'est que donc il y a une historienne, il y a un ethnologue, je crois, ou un anthropologue, il y a des scientifiques qui en parlent un peu. Oui, Stéphane? Oui, c'est ça, oui. Bon, après, il y a une médium là qui intervient. Bon, ça, c'est peut-être le côté Ouais, un peu Florence Klein, donc ça c'est efficace, autre je chose. ne sais pas trop. Mais... Et donc ces anthropologues et cette historienne ont vraiment écrit, ils ont autant c'était ouais, c'est un épiphénomène du XVIIIe siècle, machin, c'était les gens qui étaient bercés d'illusions, je ne sais quoi. Hein, tous les écrits qu'on a pu voir des milieux scientifiques concernant le spiritisme étaient toujours dénigraient toujours pas mal le spiritisme, alors que là non. Là, il y avait quand même leur discours dans ce reportage est quand même beaucoup plus respectueux et se sont rendus compte que finalement, c'était quand même beaucoup plus sérieux qu'ils ne le pensaient à l'origine. Donc ça, j'ai trouvé c'était un mouvement positif qui m'a bien plu. Après, comment est-ce qu'elle s'appelle je me souviens plus de son prénom. Bernadette, voilà, Bernadette Klein. Donc je la connais un peu mieux, je suis rentré en contact récemment avec elle. Alors c'est vrai elle a dit des choses médiumniquement sur Allan Kardec, qu'il était très isolé, qu'il s'entendait finalement pas si bien que ça avec sa femme. Bon, en fait là aussi, c'est des informations qui sont fausses, puisqu'on a les lettres qui s'écrivaient l'un l'autre, on a les détails des rencontres qu'il organisait, où il y avait plein de gens qui venaient à la Villa Ségur, passer les week-ends avec eux et tout. Donc il y a 2-3 choses qu'elle dit de sa médiumnité qui semblent pas du tout correspondre à la réalité, quoi. Voilà. Mais sinon, le reportage, alors en ce moment, il est gratuit, donc allez sur INRES TV, regardez-le, ça vaut la peine. Hein. Tu fais bien d'en parler, ouais, voilà, tu as mis le lien, merci. Allez-y, regardez-le, ça vaut la peine. Hein. Alors, celui qui a été invité pour parler à l'époque, ils ont contacté l'USFF, hein, Richard Buonneau, et c'est Guillaume Lazara qui parlait. Hein. Nous, il ne nous avait pas contacté, ni moi, ni Jean-Paul Évrard, ni Michel Buffet ou d'autres. Et donc, malheureusement, ils n'ont pas pu bénéficier de toutes ces informations, de tous ces documents inédits qui ont été trouvés peu avant qu'ils fassent leur film. Hein.
Mais bon, voilà, je pense que autant Guillaume Lazara et Jacques Pécat parlent quand même en bien. Ce qu'ils disent, c'est, voilà, aux erreurs des biographies près, c'est vrai. Et Jacques Pécat, d'ailleurs, il fait partie de l'équipe du projet Kardec, dont je vous ai parlé tout à l'heure, à l'université de Juiz de Fora, où sont publiés tous ces originaux. Donc, il fait partie des relecteurs, des transcripteurs, des correcteurs, etc. Voilà, donc il est aussi en train de découvrir petit à petit ces milliers de documents qui sont apparus en 2018 et dont il y en a encore beaucoup qui sont à décrypter. Si jamais parmi vous, il y a des gens qui aiment bien ce genre de choses, hein, des vieux manuscrits, les transcrire, etc., faites-moi signe, hein. Il y a certainement pour plusieurs années de travail pour transcrire tous ces documents. Michel? Oui, ça n'a rien à voir, mais un petit clin d'œil d'Alan Kardec à propos du nom de la Société parisienne d'études spirites. En fait, les initiales, c'est donc SPES. Et Oui. tous ceux qui ont fait un peu de latin savent que SPES, ça veut dire espoir en latin. Bon, voilà. Ah, d'accord. Oui, SPES, c'est l'espoir, c'est la confiance, je crois. L'espoir Mhm. surtout. C'est Alors une bonne aujourd'hui, chose. vous avez un groupe à Paris qui s'appelle Association parisienne des études spirites. Donc, ce n'est pas la SPES, c'est l'APES, qui existe toujours, hein, fonctionne rue des Laitières à Vincennes. Et c'est, si vous cherchez un groupe spirit à Paris avec un local, ben, il y a l'APES et il y a le CESAC. Hein. Et le CESAC, c'est, alors je ne sais pas si c'est Bagnolet ou Bagneux, enfin, c'est dans une ville déjà à l'extérieur de Paris. Le groupe auquel participait Guillaume Lazara, où on trouve encore Claudia Beaumartin, hein, entre autres. Et puis, au niveau de l'ancienne Fédération Spirit française, hein, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la Fédération Spirit française a été dissoute en janvier dernier. Hein. Il existe les groupes qui faisaient partie de la Fédération Spirit française ont été tous invités à rejoindre le LMSF, le mouvement Spirit francophone. C'est ce qui est en train de se passer. Hein. Et il y a quand même encore une coordination Île-de-France. Hein. Donc plusieurs de ces personnes, des anciens groupes de la Fédération Spirit française, sont de la région parisienne. Il y a un groupe notamment à Rambouillet, hein, de Isabelle André. Et les autres groupes qui sont plus proches de Paris, en fait, se réunissent dans le local de l'APES. Hein. L'APES ayant du mal à continuer à payer les loyers et tout, ben, du coup, sert à plus de groupes et donc permettent de maintenir le local, du moins pour l'instant. Voilà. Et j'avais une question aussi, Charles, après. Est-ce que Léon Denis, du coup, est-ce que ce sont les vrais noms et vrais prénoms de Léon Denis ou Oui, est-ce que oui. c'est à cause de Léon Denisard Non, Rivail? non. Non, non, il Non. s'appelle vraiment Léon Denis. Ouais. Alors, il y a beaucoup de gens qui font ce rapprochement. Hein, ouais. Hippolyte Léon Denisard Rivail avec Léon Denis. Mais bon, je pense que c'est tombé comme ça par hasard. Hein. Et beaucoup de gens prétendent aussi que, et ça on le voit dans les œuvres posthumes, hein, où l'esprit de vérité, quand il parle à Kardec de sa mission, il dit, bon, ben, quand Kardec demande, est-ce que je peux faillir, est-ce que c'est vrai, est-ce que j'ai vraiment une mission? Réponse oui, en gros, hein, vous verrez le détail dans les œuvres posthumes. Est-ce que je peux faillir à ma mission? Oui, tu peux faillir. Et si tu faillis, on trouvera quelqu'un d'autre qui fera le boulot à ta place. Hein. En gros, c'était ça. Il savait, l'esprit de vérité savait que Kardec n'allait pas faillir, mais il ne pouvait pas lui dire. Hein. Il fallait qu'il lui laisse le libre arbitre. Hein, c'est là où, quand on demande l'avenir aux esprits, les bons esprits ne le disent jamais. Ils le diront toujours d'une forme pour nous encourager à faire des efforts. Hein, et c'est beaucoup plus sage comme ça. Et donc, notamment au Brésil, ils disent, oui, si Kardec avait failli, c'est Léon Denis qui aurait fait le boulot. Mais ils savaient très bien que Kardec n'allait pas faillir et puis que Léon Denis, il allait avoir une mission complémentaire, la mission complémentaire qu'il a eue. Alors, je vais juste si vous voulez, je vous ai parlé tout à l'heure de la première lettre qu'a envoyée Rivail Hippolyte à sa fiancée Amélie. Ben, si vous avez encore 2 minutes, je vais vous la montrer. Voilà. Lettre. Voilà, 13 août 1831.
Alors, où est-elle? Elle est là, je prends en haut une définition. Tac. Voilà, donc là, ça c'est la fin de la lettre. Vous voyez, Paris, le 13 août 1831. Votre très humble et très obéissant serviteur, H.L.D. Rivail. Donc, vous rappelez, le nom, c'était Denisard Hippolyte Léon. Et lui, il signait toujours H.L.D., donc Hippolyte Léon Denisard. C'est pour ça que il a dérogé par rapport à son acte de naissance, et c'est pour ça qu'on l'appelle Hippolyte Léon Denisard Rivail, puisque c'est comme ça que lui signait. Voilà. Agréez, mademoiselle, les hommages les plus empressés de, alors il faut y aller, hein, de celui qui a l'honneur d'être avec un entier dévouement. Ouais. Et ça, c'est la première lettre, l'original hein, de la première lettre que Hippolyte Léon Denisard Rivail a envoyée à sa fiancée Amélie Boudet. Alors, on a une lettre qui est antérieure à celle-là, c'est la mère de Kardec qui écrit au père de Amélie pour lui demander l'autorisation que Hippolyte puisse écrire directement à Amélie. Puis à l'époque, c'était comme ça. Hein, ça se faisait que, même si Amélie, elle avait déjà presque une trentaine d'années à l'époque, ou même plus qu'une trentaine d'années, rien ne se faisait sans l'autorisation des parents. Hein. Et donc, suite à ça, d'ailleurs, on le voit dans la lettre. Hein. Alors, attendez, je vais voir si... ça, c'est pas celle-là. J'essaie de trouver les... Mon ordinateur, il devient un peu lent, je suis désolé. Non, ça ne veut pas. On va essayer de l'ouvrir comme ça. Ouais, ça, c'est la page du milieu. J'ai trouvé le début. On va y arriver. Voilà. Vous voyez. Mademoiselle, ma mère reçoit à l'instant la réponse de monsieur votre père à la demande qu'elle lui avait adressée de ma part. Je m'empresse de profiter de la permission qu'il a bien voulu m'accorder et de vous exprimer directement toute la joie que son consentement m'a causé et combien je serais heureux que votre détermination personnelle répondît à mon attente. Je vous avoue que j'ose un peu y compter d'après la... Donc, c'est vraiment magnifique. Hein, je vous dis, alors, bon, là, on déchiffre, mais il y a la transcription qui a été faite. Et des lettres comme ça, on en a à peu près une centaine. Hein, de Kardec à Amélie, d'Amélie à Kardec, des parents d'Amélie à Amélie, etc. Hein. On en a à peu près une centaine. C'est juste pour vous... Vous avez vu le répertoire tout à l'heure. Hop. Donc, je remonte. Vous voyez là les lettres, donc 1828, 31, 34, 45, etc. Donc 62, voyez, donc ça couvre non seulement la partie Rivail, mais 1857, 58, vous voyez, Tiedemann, les gens dont je vous parlais, le préfet pour demander l'autorisation d'ouvrir la société parisienne. Et donc jusqu'en, voilà, les dernières datent de 1867, etc. Donc, vous voyez, là, j'en ai 94, là. Hein, et il y en a d'autres encore hein, qui ne sont pas là. Et sinon, vous avez, en plus des lettres, il y a aussi les documents et les diplômes. Donc, dans les documents et les diplômes, oh, mon Dieu. Voilà, vous voyez, c'est toutes les sociétés desquelles il était membre, l'Institut historique, par exemple, 1834. Donc, on va l'ouvrir, celui-ci. Alors, s'il veut bien. Je crois qu'il va falloir que j'investisse dans un nouvel ordinateur parce que ah si, ça y est, ça vient. Vous voyez? Donc, c'était une des sociétés savantes de laquelle, vous voyez, il est devenu membre titulaire. Donc, c'était le 15 mai 1834. Donc, il avait 30 ans. Vous voyez? Le président, secrétaire Eugène de Monglave. Alors, quand vous cherchez dans les bibliothèques, vous voyez, avec le sceau et tout, quand vous cherchez, vous trouvez énormément de choses avec des membres vraiment hyper connus.
donc de ces différentes sociétés, quoi. Hein, et des diplômes comme ça, ben, on en a trouvé. Je suis désolé, chaque fois, vous voyez, quand on veut cliquer sur un bouton, ça met une autre fenêtre par-dessus. C'est un petit peu... des diplômes comme ça, ben, il y en a plusieurs. On a trouvé aussi, vous voyez, son passeport. Un passeport en 1841. Société phrénologique. On a trouvé un certificat d'écrou. Il a passé un jour en prison. On ne sait pas encore exactement pourquoi, mais il a passé un jour en prison. Et on pense que c'était probablement parce que il était caporal de la garde nationale, hein, donc voilà le diplôme de la garde nationale. Et il a changé d'adresse, il a certainement oublié de le signaler, qu'il avait changé d'adresse. Et puis ça, à l'époque, bah, c'était un jour de prison. Hein, même, voilà. Et donc, on a trouvé il y a beaucoup de documents qui sont venus. Et ça, c'est uniquement une partie des documents, mais après, il y en a d'autres donc, qui sont apparus. Alors là, vous voyez, tagada, avec des photos, la fameuse photo d'Amélie, là, qui est maintenant bien connue, que vous voyez ici, hein, et qui était très, très peu connue, et aussi une photo de lui, celle-ci, là, vous voyez, cette photo. Ben, avant 2018, personne ne la connaissait, personne n'avait jamais vu, enfin, totalement inconnu aujourd'hui, cette photo de Rivail. Et puis, voyez, là, même une photo de Flammarion, hein, avec écrit derrière par Flammarion lui-même. Hein, enfin, et là, ben, vous avez des documents, donc vous voyez, encore des lettres, là, on reconnaît bien les lettres, hein, le papier qui était plié pour faire l'enveloppe. Et puis, dans ce répertoire, j'ai 2627 éléments. Donc, juste pour vous donner une idée de la quantité de documents qui sont sortis, qu'on a retrouvés récemment. Alors, il y a un travail énorme qui est en train d'être fait pour les transcrire et les publier sur ce portail dont je vous parlais, hein, qui est organisé par une université au Brésil, et sur un modèle qui est le même qu'utilisent les Anglais pour faire un portail sur Newton à l'université d'Oxford. Et donc, il y a une université brésilienne qui fait officiellement un portail comme ça sur Allan Kardec. Donc, c'est assez remarquable. Et il y a déjà plusieurs dizaines de personnes qui collaborent. Voilà. Donc, aujourd'hui, on a comment dire, des documents originaux, hein, y compris dans ces documents-là, il y a les messages qu'avait reçus Camille Flammarion, entre autres. Hein. Je vais vous en ouvrir un autre, s'il veut bien. Alors là, c'est pas... Voilà. Donc là, vous voyez, c'est une communication. Donc ça, c'est pas l'écriture de Kardec. Ça c'est Kardec. Vous voyez, théorie, là, il a écrit. Et là, c'était peut-être soit des liens, soit d'Ambel, hein, ses secrétaires qui l'avaient écrit. Société de Paris, séance du 5 février 1864, médium, monsieur Albert. Voilà. De l'enseignement spirit, origine de l'esprit, souffrance des animaux. Hein, c'est un sujet intéressant. Donc, et comme ça, il y a plein de communications qu'on a retrouvées dans ce dossier-là et que Kardec n'a jamais publié. Hein, voilà. Donc, il y en a 2700 et je ne sais pas combien, hein, ce que je vais dire. Signé, apparemment, la signature, là, c'est la harpe. Voilà, vous voyez, le meilleur, ça, c'est l'écriture de Kardec. Hein, il corrigeait un petit peu ben, les problèmes de forme qu'il pouvait y avoir dans les communications. Et là, vous voyez, on parlait de Madame Costel. Ça, c'était son pseudo. Son vrai nom, c'était Madame Lescaut. Et ça, c'est une communication sur la mort spirituelle. Donc là, ça, c'est l'écriture de Kardec. D'accord. Des fois, il mettait des appréciations comme ça. Il mettait TTB, très très bien, TB, très bien, B, hein, il mettait assez bien, passable. Et parfois, il mettait aussi bon pour publier dans la revue ou bon pour publier dans le ciel et l'enfer, etc. On trouve ces annotations. Donc, c'était vraiment ces dossiers de travail. Voilà. Pour une de Madame Costel, donc ça, elle a certainement, ça doit être son écriture à elle, parce qu'ils recevaient parfois aussi des communications chez eux et ils les partageaient après, ils venaient de les amener à Kardec. Quoi. Vous voyez, là, vous avez Société de Paris, 29 avril 1864, médium Monsieur Dambel, Alice Dambel, donc là aussi, on pourrait... comment il faut
envisager la mort spirituelle de l'esprit. Alors, ce qui est remarquable dans ces documents qu'on a trouvés, il avait des dossiers. Et il y avait un dossier mort spirituelle. Donc ça, il n'en a jamais parlé dans la codification, mais vous avez certainement déjà entendu parler de certains spiritualistes qui avancent la théorie que il y a une mort spirituelle. Avec différentes, c'est ce qu'on appelle aussi la seconde mort. Il y a différentes interprétations de ce que ça pourrait être. Et donc, comme ils en parlaient déjà à l'époque de Kardec, quand il y avait des communications, hop, ils se faisaient un dossier mort spirituel et ils y mettaient toutes les communications qui étaient reçues sur ce sujet pour, dans le futur, soit écrire un article, soit faire un chapitre de son livre. C'est comme ça qu'ils procédaient. On retrouve un peu ces dossiers de travail. Voilà. Voilà. Est-ce que vous avez encore des questions? Donc, vous lirez le support, hein, vous avez beaucoup plus d'informations sur les parents. Voilà, son père. Ah oui, son père, je vous avais dit qu'il s'était fait passer pour disparaître, pour disparu en Espagne. Et on a retrouvé ses traces. En fait, il a abandonné sa femme et puis ses enfants et il est allé se mettre avec une autre dame qui était veuve, qui s'appelait Madame, comment elle s'appelle? Lavaur, veuve Trémoulet de Lessal. Voilà, ça me revient. Et ils habitaient dans un petit village de Lessal en Dordogne. Et quand je suis allé voir dans les archives de ce village, on trouve que Jean-Baptiste Antoine Rivail était présent au mariage de la fille de cette dame, qui était en 1815. Donc en 1815, il était encore vivant. Et en fait, on a trouvé aussi qu'il est mort en 1834 ou 35 à Périgueux. Donc, en fait, il s'était fait passer pour disparu, mais il avait tout simplement abandonné sa famille, quoi. Alors, est-ce que la veuve, est-ce que la mère de Kardec le savait ou pas? Ça, on ne sait pas. Vous savez, des fois, il y avait des secrets de famille à l'époque. Mais en tout état de cause, sur le certificat de naissance, c'est bien lui qui reconnaît la paternité de Hippolyte et de sa petite sœur, puisqu'il avait aussi une petite sœur. Il y a eu 4 enfants en tout, et les 3 sont morts. Il n'y a que Hippolyte qui a survécu. Les 3 sont morts jeunes. Et comme ça, il y a plein de trucs, plein de choses qu'on a pu découvrir, et donc il y a vraiment de quoi refaire une biographie aujourd'hui. Voilà, là, vous avez la liste de tous les livres qu'il a publiés, pédagogiques. Là, vous avez aussi une liste des différentes sociétés auxquelles il a participé. Donc, on a la plupart des diplômes, on les a. Les écoles, rue Richer, rue de Vaugirard, rue de Sèvres, Polymatique, donc là, c'est bon. L'Institut rue Mauconseil, donc c'était de 1844 à 1850, etc. Donc là, vous avez vraiment tous les... Et là, donc, ce sont des extraits des œuvres posthumes. Si vous voulez approfondir un peu, je vous encourage à lire le texte du cours, qui est vraiment complet. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, moi je pense que j'ai un peu abusé de votre patience aujourd'hui. Il est déjà 8h39, mais je vois que personne n'est parti encore. Donc ça prouve que quand même ça doit vous intéresser. Mais on va quand même s'arrêter là. Donc, on va remercier les bons esprits pour cette journée, cette matinée plutôt, pour ces occasions qu'on a pu avoir de découvrir un peu plus qui était Allan Kardec, de voir que c'était une personne un peu comme tout le monde, simple, mais qui a réalisé une mission assez extraordinaire, qui n'est pas encore reconnue comme telle, en espérant qu'elle le soit maintenant dans un futur proche. Voilà, merci à tous. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent dimanche, une excellente semaine. Et puis je vous dis à dimanche prochain. Merci beaucoup. Merci Charles. Bon dimanche. Bon dimanche. Bon dimanche. Merci, Charles. Bon dimanche à tous. À bientôt.